بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الأمين. C'est toujours un plaisir, donc inutile de le rappeler, de participer avec nos amis, confrères et consoeurs ici présents. Et aujourd'hui, on a choisi de parler genoux. Et après la brillante présentation de Madame Genani, on va essayer d'être complémentaires, c'est-à-dire je ne vais pas radoter, je ne vais pas répéter les éléments cliniques, mais je veux que tout le monde participe dans quelques cas cliniques de radiologie standard. Les gonalgies, comme vous savez, c'est un sujet très très fréquent de consultation quotidienne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que quelqu'un parmi nous a des gonalgies? Ah, il y en a plein. Donc vous savez que c'est un symptôme, c'est une pathologie très fréquente, donc certainement vous allez rencontrer des patients. Est-ce que, sincèrement, est-ce que vous êtes satisfait de l'interprétation ou bien de la qualité des radios standards et de leur interprétation? Non. C'est vrai, c'est une réalité, hein, on ne va pas se leurrer. Pourquoi? Parce que c'est admissible dans... Bon, je vais essayer de défendre les radiologues, hein, Tout d'abord, excusez-moi, le chronogramme... D'accord, donc tout d'abord, parce qu'il n'y a plus de formation en radiologie, en radio standard. Tout le monde s'est mis sur l'IRM et sur la radio interventionnelle, etc. Donc la formation en radio standard a beaucoup baissé, a beaucoup diminué. Ça, d'une part. D'autre part, il y a une production importante de radio standard dans les hôpitaux, même donc des cliniques, que les radiologues n'ont pas le temps de voir. Et on est parfois obligé à faire un petit compte-rendu de complaisance pour la mutuelle et pour l'administratif. Mais vous qui avez examiné le patient, avez senti vraiment de quoi il souffre et vous voulez chercher l'anomalie, d'où l'intérêt donc de ce congrès, d'où l'intérêt de cette présentation pour vous rapprocher, pour vous réconcilier avec la radio standard et essayer de l'interpréter vous-même. Vous allez trouver que ce n'est pas aussi délicat, il suffit donc de s'y mettre. Donc mon plan, c'est de se poser la question, quand demander une radio standard, quoi prescrire, et comment lire une radio, et après on va faire 9 ou la 8 cas cliniques en fonction, et on va voir que ce n'est pas si délicat que ça. Donc c'est une pathologie fréquente et variée, il y a plein de détails anatomiques qui sont superposés sur une radio, on va essayer de les montrer. La lecture peut sembler complexe au début, mais avec l'entraînement, ça viendra. Donc on essaiera donc de démystifier ça et de le décrypter. Notre objectif, c'est d'assimiler les différentes incidences, leurs indications, les techniques de réalisation, de proposer un mode de lecture et de reconnaître l'aspect et la conduite à tenir dans les principales indications. On va commencer par la question « Quand demander une radio standard ?» Je vous pose la question. Vous recevez un patient qui a un traumatisme. Je ne parle pas d'un traumatisme majeur avec des fracas, des déformations. Là, c'est l'affaire de la traumatologie et du milieu hospitalier, et clinique, etc. Mais quand demander en traumatologie mineure, etc. Est-ce que vous connaissez les critères d'Ottawa? Non. Voilà, ils sont là devant vous. Quand vous avez un âge de plus de 55 ans, quand le patient ne peut pas faire une flexion à 90 degrés, quand le patient ne peut pas faire 4 pas en charge, quand il y a une douleur localisée au niveau de la rotule, quand il y a une douleur isolée à la palpation de la rotule, là, bien sûr, il faut absolument demander une radio. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué, selon des études à large cohorte, que ça augmente la sensibilité de trouver quelque chose à 98%. Bien sûr, la spécificité ici est nulle. On ne va pas, à travers une douleur de rotule, dire qu'il y a une fracture, etc. Mais c'est juste pour sensibiliser la recherche et ne pas demander des radios inutiles parfois. Un seul critère, bien sûr, va vous pousser à faire donc, ces radios. Toujours quand? Bien sûr, on vient de voir quand il y a un syndrome de masse. On sent que c'est peut-être osseux, etc., et que ce n'est pas une pathologie abarticulaire. Ou l'échographie que vous utilisez peut être le continuum de votre examen clinique et vous pouvez faire le diagnostic d'un kyste poplité, d'une bourse, par exemple, bursite, par exemple. Donc les indications sont, vous avez vu tout à l'heure, elles sont larges et la radio standard vient en première intention dans toutes les gonalgies inflammatoires, mécaniques, etc. Alors comment est-ce qu'on réalise ces radios? Donc je n'ai pas l'intention de vous montrer comment vous réalisez les radios parce que ce n'est pas vous, mais c'est juste pour vous dire que ça se fait avec, bien sûr, avec science. Il
Il y a des petites inclinaisons à faire, etc., du tube, des positions à faire pour le patient. C'est pourquoi il faut plutôt mémoriser les critères de réussite. Comme on vous a montré les critères de réussite d'une radio poumon, cette fois-ci, c'est les critères de réussite d'une radio du genou. Donc, les incidences fondamentales, il y a la face et il y a le profil. On a commencé par la face couchée. Face couchée, bien sûr, pour quelqu'un qui a un traumatisme, qui a une infection. Mais dès qu'on sent qu'il y a une suspicion d'arthrose dans l'affaire, le cartilage, bien sûr, c'est la radio du genou en charge debout. Et on va expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est que l'incidence de Schuss. Alors, critères de réussite. Le champ d'exploration, ça doit bien sûr couvrir tout le genou. Deuxième chose, on voit les condyles, on doit les trouver de façon assez symétrique. On arrive à traverser l'os, c'est-à-dire on voit la trame osseuse, l'os trabéculaire, on arrive à le voir, et on arrive à voir aussi les parties molles. C'est-à-dire si on crame, si on augmente un petit peu les constantes, on va tout brûler, on ne va pas voir les calcifications et les anomalies des parties molles. Ça, c'est le profil. Voilà. La même chose pour les critères de réussite, il faut que les deux condyles doivent être superposés. S'ils ne sont pas superposés, le cliché est mal fait. Et d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose de très difficile de le réussir du premier coup sans scopie. C'est pourquoi on préfère faire ces clichés-là dans des centres qui ont une machine de scopie, de radioscopie, et non pas des tables os-poumon. Pour ça, il faut bien sûr un technicien très connaisseur. Et toujours le bon contraste, comme on a dit, partie molle, os trabéculaire. Le genou en charge. Voilà comment ça se passe, un genou en charge. Et on a dit l'indication, l'intérêt, c'est beaucoup plus pour étudier cette interligne, étudier un éventuel pincement. Comment est-ce qu'on le réalise? De la façon suivante, les deux rotules doivent être au zénith, les deux. Et on arrive à l'incidence de Schuss. Alors l'incidence de Schuss, regardez-moi, c'est cette incidence-là, on met au patient de la carte, une petite flexion, comme ça, à 30 degrés, et on prend un cliché. Pourquoi cette incidence de Schuss? C'est une incidence qui sensibilise la recherche de pincement de l'interligne articulaire. Donc, elle est indiquée dans les arthroses, surtout débutantes, mais aussi elle sensibilise la recherche d'ostéochondrite. Pourquoi l'ostéochondrite? Parce que l'ostéochondrite, c'est ce petit fragment-là qui est en souffrance. Il est souvent caché au niveau de la partie médiane du condyle. Donc, quand on fait cette flexion, on peut les retrouver plus. De même aussi pour rechercher les ostéochondromes qui se comportent comme des corps étrangers à l'intérieur de l'articulation. Donc, il y en a pas mal de radiologues qui font d'emblée une incidence de Schuss au lieu d'une incidence de radio de genou face en charge, d'emblée. Il y en a qui ont pris cette habitude, et d'ailleurs, on a pris aussi l'habitude de lire ces images comme ça. Donc, l'intérêt de l'incidence de Schuss. Regardez ici. Là, c'est une image de profil. Donc, la contrainte qui se réalise au niveau de l'interligne, elle est diffuse quand on est comme ça debout. Donc, il faut que vraiment le cartilage soit aminci en totalité pour trouver le pincement. Alors qu'ici, quand on fait cette flexion, on va aller vers la région de contrainte, ce qui est la jonction 2 tiers antérieur, tiers postérieur du cartilage, et c'est à cet endroit-là qu'on va sensibiliser le pincement. Et regardez le pincement, comment est-ce qu'on le voit? Quand on était en position debout, à peine on le voyait, là, on l'a bien matérialisé. Autre chose, j'avais parlé tout à l'heure de ces régions-là médiales qui sont mieux, bien sûr, exposées quand on fait cette incidence de Schuss. Regardez l'incidence de Schuss, il y a cette échancrure qui est trop bien visible par rapport à une incidence de face en charge. Il y a aussi les axiales de rotule. Dès que vous sentez que le patient présente une douleur plutôt du compartiment antérieur, qu'il a un syndrome rotulien, là, bien sûr, vous demandez les axiales de rotule. Il y en a qui demandent des axiales à 30, 60 et 90 degrés. Vous pouvez demander la 30 degrés, elle est généralement suffisante. Ça permet d'étudier la patella, la rotule. Est-ce qu'elle est en place? Est-ce qu'elle est basculée? Est-ce qu'elle est déplacée? Est-ce qu'elle est translatée? Ça permet aussi d'étudier le cartilage ou l'os sous-chondral de la rotule et de la trochlée, d'étudier la trochlée, est-ce qu'elle est profonde ou dysplasique. Donc, pas mal de pathologies qu'on peut chercher à ce niveau-là. Donc, récapitulons. Pour la question, quoi demander? Les incidences fondamentales sont genou face, couché ou bien en charge, et on préfère en charge parce que la pathologie arthrosique est très fréquente, et le genou de profil, bien sûr, bien couché et bien centré. Les incidences complémentaires, c'est l'incidence de Schuss et l'incidence axiale. Voilà, axiale de rotule fémoro-patellaire. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on demande.
Maintenant, comment lire une radiographie? Deuxième chapitre. Comment lire une radiographie? On est devant une radio de genou et on veut la lire. Il faut savoir lire l'os, déjà. Donc la morphologie, la densité, les rapports, les positions, etc. Puis après, passer à l'articulation. Quand on dit articulation, ce n'est pas seulement l'interligne, mais aussi l'os sous-chondral. Quand on dit l'os sous-chondral, c'est sous-cartilagineux. Et le périchondral, bien entendu. Et finalement, on étudie les parties molles que nous avons déjà examinées cliniquement et peut-être même par une échoscopie de complément. Donc, je ne vais pas vous présenter la pathologie abarticulaire, tout ce qui est tendinopathie calcifiante, tendinite, patte doigt, etc. On ne va pas faire ça aujourd'hui. Radio-anatomie normale, donc ça a été déjà fait. Vous reconnaissez les deux condyles, la patella, le plateau tibial interne, le plateau tibial externe, les épines tibiales, l'échancrure intercondylienne, la tête fibulaire. Donc ça, c'est quelque chose de connu. De profil, la même chose, les structures osseuses. Là, bien sûr, il y a un petit défaut technique. Est-ce que vous l'avez vu? Un petit défaut technique. Un petit défaut technique. Bravo. Ah, vous suivez, Tvarklak. Radio-anatomie normale, toujours. Autre chose que vous devez savoir, il faut tracer des lignes quand même, il faut avoir l'œil. Regardez, sur cette radio, il y a une ligne qui passe par le bord du condyle latéral, et ce bord, il croise ici le plateau tibial. Si vous voyez que le plateau tibial dépasse un petit peu de ce côté-là, chez un patient qui a un traumatisme, peut-être qu'il a fracturé son plateau tibial. Donc ça, c'est un truc. Autre chose, cette même ligne qui passe par l'extrémité de la fibula doit croiser cet endroit-là. Si vous voyez que cette ligne est déplacée, translatée vers le dehors, c'est peut-être une luxation entre la fibula et le tibia. Autre chose que vous devez aussi mesurer sur un profil, c'est cet indice, il y a plein d'indices, mais celui-là de Caton-Deschamps, c'est très simple, tout le monde peut le faire, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est quoi? C'est de comparer cette distance-là de la surface articulaire de la patella par rapport à cette distance-là, par rapport au point le plus antérieur ici du plateau tibial. Normalement, cette distance-là en rouge est supérieure à celle en verte, légèrement. C'est-à-dire que vous devez trouver un rapport de 1 à 1,2. Dès que ça dépasse 1,2, la patella est dite. Qui connaît la pathologie? Patella alta. Patella alta, alia. Patella alia. Alors regardez ici, sur ce profil, il y a aussi autre chose. Il y a une ligne qu'on a tracée ici et elle ne se projette pas sur le bord postérieur du plateau tibial. Il y a une petite translation antérieure ici. Ça suspecte une atteinte ligamentaire. Donc si vous recevez un patient qui a un traumatisme, tracez la première ligne et tracez les dernières lignes. Si vous recevez un patient qui a un syndrome rotulien, regardez au milieu et calculez l'indice de Caton-Deschamps. Si vous ne l'avez pas mémorisé dans l'immédiat, on va faire des cas cliniques sur ça et vous allez certainement apprendre. Autre chose, mais c'est un peu plus poussé. Sur une radiographie de profil des deux condyles, vous allez voir qu'il y a plein de lignes. Regardez, il y a plein de lignes. Je vous un petit peu montre ce que c'est. Cette ligne, c'est la ligne de la gorge de la trochlée, c'est le fond de la trochlée. Cette ligne-là, ici, qui a une petite dépression, c'est la ligne du condyle médial. Cette autre ligne, c'est la ligne du condyle latéral. Ce que vous devez savoir, c'est que ces trois lignes-là n'ont le droit de se croiser qu'en haut, à l'extrémité supérieure de la gorge de la trochlée. Si elles se croisent un peu plus bas, je perds ma souris, excusez-moi, si elles se croisent un peu plus bas, c'est qu'il y a une dysplasie trochléenne. Vous voyez que la dysplasie trochléenne n'est pas si difficile que ça pour la rechercher. Autre chose, si vous voyez que la profondeur de la trochlée, c'est-à-dire de ce point-là à ce point-là, vous avez moins de 5 mm, c'est que la trochlée est moins creusée. Et c'est source d'instabilité patellaire. C'est des gens qui, à la suite de sport, ils ont toujours une sensation de douleur du compartiment antérieur. C'est quel indice, Ada? Caton-Deschamps. Caton-Deschamps. Donc là, c'est supérieur à 1,2. Bien sûr, le cliché est anormal. Il y a une patella alta. Très bien. Dans une axiale de rotule, la rotule doit être bien sûr au zénith, bien axée. Et quand vous voyez qu'elle est basculée ou qu'elle est translatée, c'est aussi source d'instabilité. Radio-anatomie normale, texture osseuse.
la trame doit être homogène. Regardez la répartition des forces, parce que le genou, c'est une articulation portante. Regardez quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé donc, ces trames pour, bien sûr, supporter toutes ces forces. L'os sous-chondral, regardez comment est-ce qu'il est homogène. Il n'y a rien ici, il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de géode, il n'y a rien, il n'y a pas d'ostéochondrite. Regardez comment est-ce qu'il est homogène. Donc ça, c'est l'os sous-chondral et ça, c'est l'os périchondral. La même chose pour les plateaux tibiaux, donc la même chose pour le profil. C'est comme ça donc qu'on analyse l'os sous-chondral et périchondral. Dans une interligne articulaire, ce que vous voyez ici, est-ce qu'il y a un vide ou l'arrêt de liquide? Bien sûr que non. Regardez une image d'arthroscanner sur l'autre image. Ce que vous voyez en noir ici, je vais essayer de le faire par souris, ce que vous voyez ici, ça, c'est du cartilage d'encroûtement. C'est ça donc ce dont avait parlé le professeur Janani tout à l'heure. Quand il devient aminci, quand il devient touché, donc il va y avoir des remaniements qui vont être créés. On arrive maintenant toujours à la radioanatomie normale. Partie molle, et ça a été déjà décrit, les espaces graisseux, la graisse de Hoffa, les bourses que vous connaissez bien sûr, la bourse quadricipitale, la bourse prépatellaire, la bourse en sérine, etc. Et sur une radio, on a la même chose ici, mais bien sûr en nuance de gris. Ce n'est pas une image en couleur, mais on imagine un petit peu les différentes anomalies des parties molles quand on fait une radio de profil. Résumons. Tout d'abord, tout à l'heure, on avait récapitulé sur quoi demander incidence fondamentale et incidence complémentaire. Maintenant, on va résumer ce qu'on vient de voir. Quand on a dit traumatisme critère d'Ottawa tout à l'heure, rien que infection, etc. Quoi demander? On avait déjà dit. Comment lire? Voilà. C'est lecture orientée par la clinique, bien sûr, bien entendu. Lecture structurée, l'os sous-chondral, cortical, le positionnement des structures anatomiques, les parties molles intra- et périarticulaires. Donc, c'est comme ça qu'on lit. On arrive maintenant au cas clinique. Yallah, je doroskom. Ma tahshmounash. Yallah, bismillah. 23 ans. Traumatisme de faible énergie avec point d'impact au niveau du genou. L'examen clinique met une douleur exquise à la palpation de la patella. Critère d'Ottawa? Oui. On est en droit de demander une radio? Oui. Du fait de la douleur au niveau de la patella. On a dit patella, tête fibulaire. Vous vous souvenez? Âge? D'accord. On a demandé des clichés et on a trouvé ça. Piège, attention. Parce qu'il y a même des radios qui peuvent se tromper sur ça. Est-ce que c'est une fracture? Il y a quelque chose qui nous gêne. Ce n'est pas une fracture. Non, elle n'est pas ascensionnée. Je vais agrandir pour que vous sachiez. Regardez, quand on agrandit, regardez les berges de la fracture. Elles sont corticalisées, il y a de la corticale autour. Donc, quand on déchire une feuille sur les extrémités, c'est déchiqueté, bien sûr. Une fracture sur les extrémités, il ne va pas y avoir de corticale. Vous avez compris? Donc, c'est quelque chose qui existait. Est-ce que vous connaissez la patella bipartita? Oui, c'est ça. La patella bipartita, c'est une source d'erreur de fracture. Comment est-ce qu'on le reconnaît? Par son siège, comme ça, supérolatéral. Rappelez-vous de ça. Donc, c'est un défaut de fusion, pour rappeler. C'est 2% de la population, c'est quand même énorme. Hein? 2% de la population, c'est pas rien. Donc, ce sont des personnes que vous allez certainement rencontrer 2 fois sur 100. Qu'est-ce qu'on a? Donc, il y a type 1, 2 et 3. C'est toujours un défaut de fusion de la patella. Il n'est pas encore fusionné. Et c'est une image piège connue. Mais malgré le fait que c'est une image piège, elle peut faire mal. Cette synchondrose, à ce niveau-là, ça s'appelle synchondrose. Donc, du fait des micro-traumatismes, un jeune sportif, etc., ça peut créer de l'œdème osseux et ça peut faire mal. Il y en a qui ont une patella bipartita. Certainement. On est une centaine. Certainement qu'on en juge maintenant. Ne pas diagnostiquer. D'accord, donc qu'est-ce qu'on fait? Traitement médical. On commence par le traitement médical. Vous êtes plus fort que moi. Moi, je ne sais même pas prescrire de l'aspirine. INS, repos, physiothérapie. Et si échec, là, vous passez la main au chirurgien qui va peut-être réséquer le segment qui fait mal. Patella bipartita, vous avez bien vu la différence avec une authentique fracture. Très bien. Deuxième cas clinique.
25 ans, impotence fonctionnelle du genou droit après un traumatisme en torsion. Le patient présente une douleur du compartiment externe du genou gauche. Est-ce que vous avez vu l'anomalie? Malheureusement, on m'a dit que la lumière de la régie est obligée, mais on doit baisser. Mais ce n'est pas grave. Est-ce que vous avez vu l'anomalie? Externe. Il y a une anomalie effectivement au niveau du plateau tibial externe. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que tout le monde a vu? Oui, je pense que tout le monde a vu. C'est ça. Vous voyez un petit fragment là? Oui, parfois l'anomalie est vraiment minime. Si on passe rapidement, on dit « Ah, vous n'avez rien, monsieur, allez-y ». Ça s'appelle la fracture de second. On essaiera de mémoriser ça. La fracture de second n'est pas dangereuse en soi. Ça va guérir, bien sûr, mais elle est dangereuse par l'association lésionnelle du ligament croisé antérieur. Et ce patient-là, ce que nous devons faire pour lui faire l'examen clinique, c'est de chercher un tiroir antérieur. Avec une fracture de second, essaie de chercher un tiroir antérieur. Puis après, complété par l'IRM, et vous allez trouver que son ligament croisé antérieur est rompu, bien sûr, là aussi, conduite à tenir en fonction de l'âge. Si c'est un jeune sportif, on va l'opérer. Si c'est un sujet âgé, on va peut-être temporiser un petit peu. Les différentes fractures avulsions, ça s'appelle fracture avulsion. Je vous ai montré la seconde, mais il y a aussi second inversé, il y en a plein. Donc, quand vous avez ces petites avulsions, c'est qu'il y a un ligament à côté qui a arraché ça. Donc, peut-être demander l'IRM surtout pour les seconds et seconds inversés. Cas clinique numéro 3. 35 ans, impotence fonctionnelle, bilan a été réalisé. J'ai oublié, traumatisme. J'ai oublié d'ajouter ces traumatismes. Traumatisme, je suis en train de chercher une fracture. On est tous d'accord. Je n'ai pas trouvé. Je vous aide. Il n'y a pas de trait de fracture visible. Mais il y a une anomalie. Il faut avoir l'œil, il y a piège. La wallo. Oh. La wallo. Oh. Je vois que là, les autres questions, mais elle dit là. Là, ça m'en cherche à te chauffer. Elle est un peu difficile. Je vous aide. Donc l'observation pour les gens qui prennent des photos. Je vous donne toute l'observation à Mme Wolfat, je vous donne l'observation pour partager. Bravo, Mme Wolfat. C'est toi la présidente. Regardez, il y a un trait, il y a une ligne, je ne sais pas si vous avez vu, au niveau de la bourse sous-quadricipitale, il y a une ligne comme ça horizontale. Il y a un niveau liquide. اش اللي تيطلع للفوق وتنزل لتحت الزيت. Regardez. Quand vous avez ce qu'on appelle la lipohémarthrose du genou, c'est peut-être le seul signe d'une fracture du plateau tibial qui n'est pas visible sur l'incidence de face et de profil. C'est l'intérêt des obliques et des autres incidences complémentaires, ou parfois même de scanner. On fait un scanner pour le genou pour aller chercher ça. Donc quand vous avez cette lipohémarthrose, le liquide, la graisse, d'où elle est sortie? De la moelle osseuse. La moelle osseuse. Elle est sortie de la moelle osseuse, et le sang est en bas et la graisse est en haut. C'est ce qu'on appelle la lipohémarthrose, c'est un signe indirect de fracture articulaire. Cas clinique numéro 4. Il n'y a rien. On n'a pas vu la fracture. Excusez-moi. Celle-là, j'ai bien cherché. Ça ne va pas. Du fait de la superposition, vous savez, même dans deux incidences orthogonales, du fait de la superposition, vous pouvez ne pas voir. C'est le cas aussi pour le rachis. Quand on cherche une fracture du rachis, on cherche le diastasis entre les pédicules qui nous dit que peut-être qu'il y a éventuellement une fracture du mur postérieur. Donc c'est sur les signes indirects, et là c'est l'un des signes indirects qu'il faut connaître. On arrive au cas numéro 4, avez-vous vu l'anomalie? Je vous aide un peu. Le patient a un tiroir postérieur. Le patient a un tiroir postérieur. Est-ce que vous vous souvenez tout à l'heure d'une ligne qu'on trace? Alors cette ligne-là, effectivement, quand on la trace, on trouve qu'il y a une petite translation. C'est subtil, c'est mineur, il faut avoir l'œil, bien sûr, éduquer l'œil à chercher ces anomalies-là. Donc c'est un tiroir postérieur radiologique. Il faut chercher par une IRM une rupture du ligament croisé postérieur.
تصبروا معايا مازال 5 minutes, il n'y a pas de problème. Cas clinique numéro 5. Patient de 22 ans qui présente des douleurs du genou droit déclenchées à la montée et descente des escaliers. On est en train de décrire un syndrome rotulien, très bien. N'a pas d'antécédent de luxation ni rien. On a fait ce cliché-là. Tout le monde a vu, la rotule est ascensionnée, c'est une patella alta. Et est-ce que vous pouvez trouver les autres signes qu'on a dit concernant la trochlée? Je vous aide, les autres signes sont là, regardez. Dysplasie trochléenne, et il y a aussi un signe de croisement. Je vous le montre, excusez-moi. Le signe de croisement est là. Regardez, on a une ligne ici, normalement, il doit se croiser à la partie toute supérieure. Et vous voyez qu'il se croise bien en bas. Donc, quand ces lignes-là, du condyle médial, du condyle latéral et de la gorge de trochlée se croisent bien en bas, c'est un signe de dysplasie trochléenne, et on le voit bien sur le cliché. Elle n'est pas très creuse, cette trochlée, sur le cliché axial de rotule. Je passe sur cette diapo, je passe aussi, c'est ce que je viens d'expliquer. Comment mesurer la profondeur de la trochlée? C'est à 10 mm en dessous de cette extrémité supérieure de la gorge. Il faut que ça dépasse 5 mm. On passe au cas clinique numéro 6. 60 ans, gonalgie chronique, droite, mécanique, parfois persistante au repos, gonflement du genou, dérouillage matinal, un signe de Rabo positif. Vous connaissez le signe de Rabo? Signe de Rabo. Vous déplacez la rotule comme ça, vous sentez un... Voilà, c'est ça. Vous sentez un petit... Non, pas l'épanchement. L'épanchement, c'est vous appuyez dessus, comme ça. Ça, c'est le choc rotulien. Voilà, vous sentez que ça gratte un petit peu. C'est un signe d'arthrose. Hein. Le Rabo, comme ça. Tout le monde a vu l'anomalie, bien sûr. Tout le monde a vu aussi les anomalies ici sur le profil. Il y a un pincement manifeste, et pas que le pincement, il y a de l'ostéocondensation. Il y a aussi des ostéophytes. Ça, c'est les signes cardinaux d'arthrose que tout le monde connaît. Mais malheureusement, comme a dit tout à l'heure le docteur Janan, c'est chmal, les diagnostics. On a douleur interne, on a tous de l'arthrose. On a tous de l'arthrose. Mais est-ce que c'est l'arthrose qui nous fait mal? C'est ça la question. Donc là, c'est effectivement de l'arthrose, et c'est l'arthrose qui faisait mal. Donc, je ne vais pas répéter ce qu'avait dit Mme Jeannin tout à l'heure, mais on essaiera donc de vous rappeler les différents stades de la gonarthrose. N'oubliez pas de demander une incidence de Schuss quand c'est débutant, ou bien une incidence en charge en général. Donc, en fonction de la présence ou pas d'ostéophyte au départ, ou du pincement, vous allez donc classer votre gonarthrose en 1, 2, 3, 4 stades. Cas clinique numéro 7, il nous reste encore 3. Douleur diffuse du genou avec discret œdème et hyperesthésie. Plusieurs mois. Il traîne un petit peu avec ça. Tout à fait. Cet aspect moucheté, cette diminution de transparence de tout l'os, avec un os sous-chondral intègre, une interligne intègre, c'est une algodystrophie, effectivement, conduite à tenir, antalgique, kiné, et on peut parfois utiliser des orthèses, etc., pour aider un petit peu à soulager la douleur, et ça va finir par guérir. 8e cas clinique, 21 ans, douleur atypique, chronique, lancinante du genou droit, avec aggravation depuis une semaine, sans notion de traumatisme, examen clinique boiterie, douleur exquise du condyle médial. On a fait une radio, on a trouvé ça. Ça, normalement, vous devez connaître. Face, profil. Il y a un petit fragment osseux. C'est ce qu'on appelle l'ostéochondrite. L'ostéochondrite. D'accord? Donc, ça rentre dans le cadre des ostéochondroses. L'ostéochondrite, c'est de la nécrose. Ce segment d'os, il va finir par se nécroser, parfois même se fragmenter. Ce n'est pas une pathologie exceptionnelle. Tout ce que je vous ai présenté, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est une pathologie que nous rencontrons au quotidien, bien sûr, pas très fréquent, mais que nous rencontrons. Vous devez connaître, bien sûr, cette partie. C'est pourquoi l'analyse de l'os sous-chondral et périchondral est importante dans ces clichés. Et on avait tout à l'heure parlé, si vous vous souvenez, quelle incidence sensibilise la recherche de l'ostéochondrite? L'incidence de Schuss, d'accord? Donc voilà les différents stades radiologiques. Le stade 3, quand c'est encore attaché, mais un petit peu décalé. Le stade 4, quand ça se comporte comme un corps étranger. Et là, le chirurgien
va intervenir pour aller enlever ce fragment osseux qui se comporte comme un corps étranger au sein. Donc voilà comment il se fait le chirurgien pour enlever ce segment-là. Et l'IRM est là pour une meilleure classification. Madame. L'étiologie des ostéochondroses, Madame Janani, c'est comme l'ostéonécrose de la tête fémorale, etc. D'accord. Tout à fait. Voilà, donc les différentes étiologies de l'ostéochondrite, c'est ça. Et bien sûr, ça peut se rencontrer chez le jeune comme chez le sujet plus âgé. On est un peu plus conservateur chez le jeune que chez le sujet plus âgé. Donc les différents appels, voilà. Dernier cas clinique et on termine, Inch'Allah. Alors, c'est 68 ans, gonalgie bilatérale, lance invalidante depuis 12 heures, notion de traumatisme la veille, l'examen, signes inflammatoires locaux, choc rotulien, limitation des mouvements passifs et actifs, absence de laxité ligamentaire aux différents tests. Un bilan radiologique a été réalisé. Madame Zainani, tout à l'heure, avait présenté un cas pareil. Oui, tout à fait. Vous regardez comment c'est cette interligne comme ça. Donc, bien sûr, ça se comporte comme une crise aiguë d'arthrite. C'est donc ce qu'on appelle les chondrocalcinoses. Voilà. Une petite mise au point concernant le chondrocalcinose pour aller vite. Voilà, donc pour conclure, vous voyez que ce n'est pas très compliqué, mais c'est tout un monde. C'est tout un monde. Donc, quand vous vous y mettez, vous allez voir qu'il n'y a pas que l'arthrose. Comme nous tous, il faut juste savoir quoi prescrire, quand prescrire, when, et comment lire, how. C'est ça. Et je vous remercie. Merci, professeur Qassemi. Toujours compétent, beaucoup de savoir, rien à dire. On a beaucoup de choses tu as beaucoup de choses à nous dire, à nous apprendre chaque jour. Merci beaucoup. On invite professeur Janani pour les questions. Professeur Qassemi. S'il y a des questions dans la salle. S'il y a des questions. Avant que demain, il y aura, Inch'Allah, un atelier avec moi sur la classification ETRATS. Venez nombreux pour discuter des cas cliniques. On va la même chose choisir du plus simple au plus difficile, le plus piégeant, etc. Donc, je fais de la pub pour demain. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît, professeur Janani. La place de le dépistage, par exemple, nous, en médecine générale, on voit des familles de gonarthrose s'installer, on voit avec eux la fille qui vient accompagner. Est-ce qu'il y a des choses à faire dans ce stade, avant que la gonarthrose s'installe? Il n'y a pas de traitement préventif, hein. Mais vous savez très bien que l'arthrose, il y a de l'hérédité. Par exemple, ce que vous pouvez dire à la fille, de la patiente, s'il a un excès de poids, c'est essentiellement de diminuer le poids et de lui conseiller essentiellement la marche. Pour mieux, la marche, c'est surtout pour la circulation sanguine, hein. Ça irrigue mieux les muscles et peut-être faire un peu d'étirement des ischio-jambiers et de renforcement de quadriceps. Donc, il y a la place mais ça, je vous dis, c'est pas, ça veut dire, il n'y a pas un traitement préventif, mais c'est juste peut-être éviter un petit peu l'installation de l'arthrose. Mais l'élément essentiel, c'est l'obésité. Il faut diminuer le poids. Oui. Et la place de la curcumine, on voit beaucoup de délégués qui nous présentent certains produits, ils n'ont pas leur place. Non, c'est pas question il n'y a pas de place, ça veut dire qu'il n'y a pas d'études qui valident ça. D'accord? Pour dire que c'est un traitement qui est efficace, il faut bien sûr faire des études contre placebo, c'est-à-dire une méthodologie qui permet de valider l'étude et de valider le produit. Dans la littérature, il n'y a pas des études dans ce sens-là. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? C'est essentiellement cas par cas. Par exemple, un malade qui est hypertendu, qui est diabétique, vous ne pouvez rien prescrire et il continue à avoir mal. Donc, vous pouvez lui essayer
la curcumine. L'essentiel, c'est donner 2 gélules au début pendant 1 mois et puis une gélule pendant 2 mois. Minimum, c'est 3 mois pour pouvoir juger le produit. Et si le malade répond, et après vous faites une fenêtre thérapeutique. Et si le malade répond, et bien sûr, vous pouvez lui laisser, ça ne fait pas de mal, donc c'est un produit qui est bien toléré. Et ça, la curcumine rejoint tous les anti-arthrosiques à action lente que vous connaissez. Là aussi, vous n'avez aucune preuve. Donc, ce que vous faites, c'est toujours donner une durée, faites une fenêtre thérapeutique et après, vous jugez. Et n'oubliez pas qu'il y a un effet rémanent, c'est-à-dire si vous arrêtez le produit après 3 mois, alors après 1 mois et demi, alors les gars, il reste efficace. Donc, il faut garder au moins 3 mois d'arrêt, une fenêtre thérapeutique de 3 mois. Et après, vous demandez à votre malade s'il est bien, et surtout les anti-arthrosiques à action lente, ils ont une action sur la fonction de l'articulation. Donc, c'est important pour le malade. Le malade, ce n'est pas seulement la douleur, mais aussi la fonction. C'est-à-dire le fait de bouger plus facilement, c'est important pour le malade. Alors, parfois, ils sont soulagés, mais ils reviennent vous voir parce que lorsqu'il veut se mettre debout, il a une gêne. Et là, n'oubliez pas que la fonction est très importante pour le malade. Le malade ne fait pas la différence. Il vous dit, j'arrive pas. Pour lui, c'est que le problème n'est pas résolu. Donc là, gardez ces médicaments, ils donnent de très bons résultats sur la fonction, une fois vous avez vérifié que c'est efficace. Est-ce que la marche est contre-indiquée en cas de gonarthrose? Non, la marche, elle est contre-indiquée en cas de phase douloureuse. Au contraire, une fois le malade est soulagé, vous avez lui demandé de faire de la marche. Une seule chose qui est importante, c'est que le dosage. Ça veut dire que moi, je peux marcher 1 heure et j'ai pas mal. Un autre patient peut marcher 30 minutes et il a mal. Donc, vous demandez à votre malade, une fois la douleur cède, de commencer une petite marche d'allant de 20 minutes et 2-3 semaines, il augmente à 30 minutes, après à 45 minutes. Une fois ils sentent que la douleur revient, donc ça veut dire que son genou, il ne va pas supporter plus que 45 minutes. Donc, il ne va jamais la dépasser. Donc, c'est lui, le sport n'est pas contre-indiqué. D'accord? Mais c'est juste, même la course à pied, c'est juste, il faut que le malade trouve son dosage. Ça veut dire ce que supporte le genou, ou bien ce que supporte le dos, ou bien la hanche, quelle que soit l'articulation. Donc, c'est à lui de la déterminer. À n'importe quel stade. Il peut même au stade 4 marcher 10 minutes. Et la fractionner. Ça, c'est très important. La marche, elle est très importante. Donc, 10 minutes même chez lui. Moi, je dis parfois à mes malades, bougez dans le salon. 10 minutes et il faut s'asseoir. Après, vous allez reprendre une autre 10 minutes. C'est très important pour la vascularisation. Ce n'est pas pour renforcer. Renforcer, c'est les mouvements. Hein. C'est la kiné. Mais c'est essentiellement pour la vascularisation parce que ça irrigue mieux. Et au contraire, c'est-à-dire qu'il faut encourager les malades à bouger, aussi bien pour leurs genoux que pour l'ostéoporose. Hein. La bicyclette, ce n'est pas contre-indiqué à condition que le siège soit haut pour éviter la flexion du genou, importante, et pas de résistance. Parce que lorsque vous faites une résistance, là, vous renforcez d'une manière pas adéquate le quadriceps. Et ça, c'est nocif pour le genou. Donc, il a le droit de faire la bicyclette à condition de remonter le siège et pas de vraie résistance. Oui, s'il vous plaît. Oui. Lors d'un flexum du genou, avec une articulation bien sûr qui est respectée, il n'y a pas d'atteinte, seulement comme vous l'avez dit, il y a une atteinte de l'ischio-jambier. À ce moment-là, quelle est la conduite à tenir? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est l'étirement, les étirements. Donc vous allez prescrire une crème locale, vous n'avez pas besoin de donner un médicament parce que c'est pas douloureux, c'est gênant. C'est plus la gêne. Donc, vous n'allez pas demander un traitement, donner un traitement local et vous envoyez le malade au kiné pour faire des étirements, donc leur montrer les étirements. Comme ça, il va continuer à étirer ses ischio-jambiers et il va avoir après une souplesse et il n'aura plus de flexion. Donc, c'est les étirements. Et une chose très importante, la kiné, 10 séances, 20 séances, ce que vous allez prescrire, ce n'est pas du tout suffisant. C'est une initiation. Donc, il faut toujours dire aux malades, ça, c'est une initiation. Donc, c'est l'auto-rééducation. Donc, ça, insistez beaucoup sur l'auto-rééducation. Il faut apprendre et continuer. Sinon, les 20 séances, ça, c'est très important, l'auto-rééducation. Merci à vous. Il y a une question là. La dernière question, s'il vous plaît.
Pardon. Oustad, s'il vous plaît, qu'en est-il de compléments type vitamine D, magnésium? Pour l'arthrose? Oui. Vous voulez dire pour l'arthrose? Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune relation, d'accord? Sur le plan physiopathologique, il n'y a pas de... Peut-être pour l'os, oui, mais pour le cartilage, non. Donc, bien sûr, il faut toujours corriger la carence en vitamine D. Pourquoi il faut la corriger et aussi le calcium? C'est plus pour le muscle et non pas pour le cartilage. Donc, vous savez très bien que le calcium et la vitamine D sont incriminés dans tout ce qui est musculaire. Et donc là, oui. Donc, il faut la doser. Il ne faut pas donner systématiquement, il faut la doser. Et s'il est basse, il faut la corriger. Par contre, pour le calcium, je préfère que ça soit calcium alimentaire. Ça, c'est très important. Donc, essayez de donner une petite alimentation qui est un petit peu riche en calcium. Serdil, gingelin, il y a beaucoup. Notre alimentation, elle est très riche. Tout ce qui est, voilà, salade verte. Donc, vitamine D, corrigez-la parce qu'on ne peut pas l'avoir que par médicament. Calcium, c'est un calcium alimentaire. Juste une petite... parce qu'on manque terriblement, aussi bien au Maroc que dans tous les pays, malheureusement. Pardon. Par exemple, dans un pays aussi ensoleillé que le Maroc, et partout dans le monde, il y a beaucoup de déficit de vitamine D. Vraiment. Même si on est dans un pays où il est ensoleillé, le problème, ce n'est pas le fait d'avoir le soleil, c'est qu'on ne s'expose pas au soleil. La plupart de nous sont voilés. Donc, pour avoir la dose journalière de vitamine D, il faut s'exposer 30 minutes chaque jour avec les bras et les jambes découverts. Et donc, du coup, personne ne fait ça. Et donc, c'est pourquoi on est en carence en vitamine D, malgré qu'on est un pays... Et en plus, quand vous voulez doser la vitamine D, il ne faut pas la doser en été, il faut la doser en hiver. Donc, c'est ça l'intérêt de... Donc, bien sûr, on est un pays ensoleillé, mais on ne profite pas de notre soleil. Excusez-moi, avant de terminer, Madame Brad, bien que c'est ça. Madame Brad Aïcha. Madame Brad Aïcha. Salam alaikum. Madame Brad Aïcha, c'est l'une des anciennes. Des anciens. Je veux juste vous rendre hommage parce que j'ai appris mes premières ordonnances avec vous dans le centre de santé d'Arbarlev. Voilà, je voulais vous rendre hommage devant tout le monde. Merci beaucoup. Et nous aussi, on remercie le professeur Kassim.